Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The First Pitch, l'émission MLB de The Free Agent. Aujourd'hui, je suis avec Julien. Salut Julien, comment tu vas? Salut Jérém, ça va bien et toi? Bah impeccable, hein. On est là pour débriefer ensemble car le dernier match a eu lieu hier soir avec un petit peu d'avance. On a eu 2 heures d'avance de match entre les Detroit Tigers et les Cleveland Guardians. Donc on a eu le match 5 qui, à la fin, a eu l'avantage pour Cleveland qui gagne la série 3-2 et rejoignent en Championship Series les Yankees. Donc le sommaire, si tu veux bien, on va débriefer les Division Series en commençant par la Ligue américaine et ensuite on poursuivra avec la Ligue nationale et une petite preview des Championship Series. Voilà. Donc, le résumé. Dernier carré en Ligue américaine. Les Guardians rencontreront les Yankees et les Mets de New York contre les Los Angeles Dodgers. 2 équipes de New York encore en liste. Ça va être assez pas mal pour débattre tout ça après. On va commencer donc avec Detroit Cleveland. Donc une série auquel on a été surpris déjà par les Tigers, par leur parcours. Et ensuite les Guardians qui ont été quand même un petit peu malmenés, on va dire, dans ce match de division, parce que dans le Game 2, ils ont perdu chez eux avec un home run walk-off de Carpenter qui a fait du mal au moral pour les Guardians qui pensaient partir de chez eux avec 2 victoires assurées. Et les Tigers en ont dit autrement. Donc on est sur une série où le Game 3 était encore à l'avantage de Détroit. Ça a été, on va dire, chaud, compliqué. Il y a eu des points, il y a eu pas mal de remaniements de la part des staffs, dont A.J. Hinch, on en parlera tout à l'heure avec Julien. Mais au final, c'est Cleveland qui se qualifie hier soir au terme d'un match 7-3 pour Cleveland, avec un grand slam. Je l'ai vu arriver, on l'a vu venir avec Julien, on était en direct tous les deux, du grand Lane Thomas. Ils n'ont pas fait un scénario à la Cubs, comme tu avais dit hier soir sur le Discord. Ça a été beau de le voir, cette action, parce que ça a montré quand même que les Guardians en avaient encore sous le pied. Qu'en penses-tu, Julien, de cette série que tu as suivie, bien sûr? Ils le savent tous. Maintenant, tu es un fervent supporter de Cleveland. Comment tu as pu aborder cette série? Tu as eu chaud, tu as eu, comment dire, un petit peu d'appréhension? Ouais, j'ai eu un peu d'appréhension parce que je craignais les Tigers et on l'avait dit dans l'émission précédente, hein, c'était un de nos chouchous. Moi, ce que j'ai après le premier match, je me suis dit, on est rentré dans le rythme et tout, parce qu'on en avait parlé. L'important pour Cleveland était de rentrer tout de suite dans le rythme parce que les Tigers étaient dans le rythme, eux, et enchaînaient les victoires et venaient de sortir d'une grosse série face à Houston. Donc, je me disais, le danger, c'est de perdre ce premier match. On l'a gagné plutôt aisément, hein. Enfin, les Guardians l'ont gagné aisément. Derrière, en fait, j'ai eu des inquiétudes, surtout sur le match 2 où il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu du côté de Cleveland. Les Tigers ont joué le jeu qu'ils savent faire et ont été clutch au moment décisif, hein. Et sur le Game 3, j'ai eu un peu de... J'y ai cru, mais bon, c'est encore un de ces matchs comme on aime, qui se termine en 9e manche par un walk-off. Et ouais, c'était... J'ai eu un peu chaud sur ce match-là. Enfin, j'ai eu un peu chaud. C'était un peu difficile. Et puis derrière, ouais, c'est le match 4 où je les ai sentis bien revenir. Je me suis dit, enfin, il se passe quelque chose, parce qu'ils ont été accrochés, ils sont revenus au score, ils gagnent aussi en walk-off. Alors qu'ils étaient menés 3-1, je crois, en 6e. Et c'est à partir de la 7e manche où ils commencent un peu à se réveiller.
J'étais déçu du bullpen de Cleveland, surtout Gaddis et Classé qui, au départ, je me dis mais on va pas y arriver s'ils sont pas dedans. Et puis les 2 derniers matchs, là, surtout celui d'hier, où ils ont été très très bons. Et le match d'hier était, en termes d'émotion, était vraiment sympa sympa. En tout cas, je suis passé par toutes les émotions parce que de voir le hit by pitch sur José Ramirez lancé par Skubal, une balle à 100 mph qui lui arrive sur l'avant-bras, je me suis dit oh non, on va le perdre. Et au final, il se remet et tout de suite après, le lancer suivant, les bases sont pleines et voilà, grand slam de Len Thomas. Waouh, je suis passé la cave au grenier. Et non, c'était chouette. Et là, je les ai sentis mieux et plus sereins. Sur cette série, ce que je noterais, moi, c'est Steven Kwan qui fait une série impressionnante en termes de stats. Je crois qu'il est à plus de 400 en moyenne au bâton, ce qui est énorme. Et si je ne dis pas de bêtises, il me semble 0 strikeout encaissé. Donc, il nous fait du Luis Arraez en mode Cleveland. Et vraiment une très bonne série de sa part. J'ai été déçu de la starting rotation, mais j'ai envie de dire, c'est presque une constante sur tous ces matchs de Division Series. Bon, on y reviendra après. Ouais. Donc voilà, et les Tigers, je pense qu'ils sont allés hier un peu trop loin avec Skubal. Ils auraient dû peut-être le sortir un peu avant. Mais bon. C'est vrai qu'on a vu quand même Tarik Skubal pas surutilisé, mais presque. On a vu que en fait, ils l'ont utilisé sur les matchs précédents. Ils surfaient sur le fer de lance des lanceurs, en fait, sur ces matchs-là. Ils pensaient qu'ils allaient contrer les attaquants de Cleveland, mais il y a la fatigue qui est là, il y a l'enjeu. Tout ça mélangé fait que le premier qui craque gagnerait ce match 5. Et on a vu Skubal, il l'a vu dès qu'il a lancé la balle. Pour lui, dans sa tête, c'était fini. Donc, c'est vrai que sur cette série, il y a eu beaucoup de lanceurs qui ont été consommés, que ce soit du côté de Cleveland comme des Tigers. On a eu beaucoup de matchs releveurs. C'est-à-dire que le premier arrive, il fait une manche, le deuxième pareil, il fait une manche et demie, après peut-être 0,3 ou 0,2 manches, une moitié de manche. C'était du coaching, pitching qu'on avait rarement vu, moi je pense, sur des division series, et ça nous a permis de voir que c'est pas forcément toujours un partant qui faisait 5 manches ou 6 manches et qui après faisait un releveur et un closer. Là, on a vu quand même une utilisation, une gestion des lanceurs qui peut être intéressante par la suite pour les Guardians. Voilà. Donc, Emmanuel Clase décisif, on peut le noter, il est dans la partie. Donc, j'ai hâte de voir la confrontation avec Luke Weaver des Yankees, qui lui aussi est décisif pour son équipe. C'est pour ça qu'on va passer de suite à l'autre match des Division Series, donc les New York Yankees contre les Kansas City Royals. Les Yankees se qualifient dans la série avec 3 matchs gagnés à 1. Ce qu'on peut retenir de cette série, qui franchement, sur le papier a été un peu une classique game des années 70-80, a été les petits scores. On va dire qu'il n'y a pas eu des gros écarts entre les équipes, quoi. Nous avons été quand même assez déçus des lanceurs, que ce soit du côté de New York ou de Kansas City. Il y a eu beaucoup de consommation aussi de releveurs. Là, je vois sur le match 2 pour New York Yankees, il y a eu 7 releveurs avec un partant, donc qui était Carlos Rodon, qui a fait forcément le meilleur match de sa carrière sur cette série. Donc face à un Cole Ragans quand même qui a été un peu plus en forme. Voilà, tout ça pour vous dire que Casey avait gagné 4-2 dans ce match 2. Cole versus Wacha.
on l'a eu sur le Game 1 et sur le match 4. Match 1 avec les deux, ça n'a pas été forcément folichon non plus. Les frappeurs en ont profité. Il y a eu un score de 6-5 pour New York. Et sur le match 4, sur cette revanche, Cole Wacha, avantage à Gerrit Cole, quand même, qui a livré une belle rencontre. Et surtout, Luke Weber, qui est dans cette post-season à 3 sauvetages. Donc on voit un New York pas forcément super offensif, malgré que des vieux joueurs d'expérience, mention spéciale à Stanton, qui a été quand même clutcher dans les games. Un Judge en dessous, pas forcément calibre post-season ou décisif, on va dire, sur ces Division Series. Kansas City, quant à lui, nous livre quand même une belle prestation, malgré ils font un beau parcours quand même cette année, cette saison. Ils ont montré qu'en fait, ils avaient les qualités pour pouvoir continuer autour de Bobby Witt Jr. Est-ce que maintenant, quand on sait maintenant les Championship Series là, New York Guardians, est-ce que pour toi, Julien, là, sur cette série, New York pourra s'améliorer, et on l'a vu, sur le côté lanceur? Parce qu'on sait que du côté offensif, ça va forcément s'équilibrer, il va y avoir forcément une émulsion, on va dire, des joueurs. Est-ce que là, au niveau du pitching, est-ce qu'il faut changer du tout au tout leur façon de voir? Je sais pas, ça dépendra de leur starter surtout. Là, je peux pas dire. Enfin, de ce que j'ai vu, c'est que les starters étaient vraiment pas dedans sur cette série-là, du côté de New York. Au niveau de l'attaque, c'est ce qu'on avait dit. Voilà, c'était Judge, Soto, Stanton, Gleyber Torres, Chisholm, et derrière, il y a rien eu. Et ces quatre-là n'ont pas marché forcément. Enfin, ces cinq-là n'ont pas marché forcément en même temps sur les matchs. Moi, j'ai trouvé un New York des Yankees qui se sont fait accro. Je les ai pas trouvés hyper dominants. Maintenant, pour revenir à ta question, face à Cleveland, c'est deux équipes qui se connaissent. C'est une rivalité surtout en post-season. Enfin, en tout cas, qui date de la fin des années 90 et début 2000. Et j'ai de très mauvais souvenirs de 98. Ça, c'est une autre histoire. Mais là, je pense que ça peut être compliqué face à une équipe plus complète, avec plus d'armes offensives comme Cleveland. Je pense que ça peut être plus compliqué pour les Yankees. Et du coup, les Guardians ont vraiment une carte à jouer. Par contre, il ne faut pas passer à travers pour eux, parce que sinon, ça va être très compliqué. Parce que, comparé à Kansas City en offensif, on ne peut pas mettre 50. Enfin, on n'a pas un line-up de 6 ou 8 qui peuvent frapper. Là, on a quand même un line-up. On va au moins jusqu'à la sixième. Au sixième at-bat, on a encore des gens qui sont possiblement qui peuvent rentrer des points, quoi. C'est sûr qu'en dessous, après, quand on arrive sur Noël jusqu'à Rocchio, on va pas avoir, je m'attends pas à avoir des hits, etc. C'est pas chez eux qu'on attend ça. Mais par contre, c'est plus dense. Et du coup, je pense que ça peut être, ça peut faire mal aux Yankees. Maintenant, si les Yankees se réveillent pas plus en attaque et si les 5 qu'on a cités là sont pas dedans, voilà. Stanton, s'il fait comme d'habitude, c'est-à-dire là il est bon là et après il s'effondre, peut être moins bon. Voilà, ça va être plus compliqué pour les Yankees. Mais j'ai pas senti les Yankees dominants et sereins, et je pense que ça va être très dur pour eux avec le pitching. Si les pitchers, les starters sont pas dans le rythme et qu'on doit faire encore tourner le bullpen, on va aussi user le bullpen au bout d'un moment. Et si on doit aller sur une série à 5 matchs, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Ouais. Bon, on en reparlera tout à l'heure de son Championship Series là, pour revenir à cette Division Series contre Kansas City. Oui, on a vu que Kansas City pouvait quand même aller titiller les Yankees. Donc, je pense que pour l'année prochaine, on risque encore d'en entendre parler. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, je pense. Donc, on va voir ce que ça va donner au niveau de la trade deadline, tout ça, des échanges. Ça peut être intéressant.
Surtout que la construction autour de Bobby Witt Jr., ben voilà, ils vont pouvoir faire peut-être des affaires. Et ça, on verra. Voilà pour ce match-là de Ligue américaine en Division Series. On va passer tout de suite sur la Ligue nationale, qui a été, pour le coup, même si on est quand même plus intéressant, je trouve, sportivement, offensivement, à regarder. Et on va commencer avec les Phillies et contre les New York Mets. Les New York Mets qui, je ne vais pas dire à la surprise générale, mais on en avait parlé sur le dernier podcast. Je pense qu'ils étaient capables de pouvoir accrocher les Phillies et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait d'une manière assez grande parce qu'ils ont gagné la série 3-1, où ils ont complètement surpris tout le monde sur le Game 1 à Philadelphie en gagnant 6-2. Ça a été vraiment incroyable sur ce match-là. Ensuite, voilà, Philadelphie, il faut dire que sur le Game 1, ils étaient menés 1-0 jusqu'en 8e, et après, les Mets entament un rallye, comme ils disent, avec l'ensemble du line-up qui était à l'œuvre. Ça, c'est fort. Ça, ils ont su être résilients sur ce match-là, mais vraiment à une hauteur inespérée. Ensuite, on est sur un Game 2, petit écart de 7-6 pour Philadelphie, qui a eu un match accroché, puisque Nick Castellano est l'homme du match et qui réalise un walk-off. Voilà, comme on les aime. Des joueurs clutch, comme ça, où on n'entend pas trop parler durant la saison, où on pense qu'ils sont dans le creux de la vague, ils reviennent. Non, là, il a été décisif, vraiment. Mention spéciale à ce match 3 pour moi, qui a été vraiment incroyable à voir du côté des Mets et du côté de Sean Manaea contre Aaron Nola. Aaron Nola qui est passé complètement à côté du match. Par contre, Sean Manaea, lui, il a réalisé une masterclass de lanceur partant. 7 manches lancées, seulement 3 hits concédés, 1 ERA, 6 retraits au bâton pour 2 buts sur balle. Et derrière, on a Pete Alonso qui frappe fort, home run. On a vraiment un côté offensif qui a été dans la continuité du lanceur partant qui a montré à son équipe, voilà, moi je suis là, je suis présent, et le reste derrière, les gars, vous scorez et on gagne le match. Le match 3 est gagné 7-2 contre Philadelphie. Et le Game 4, l'apothéose, José Quintana impeccable, il réalise aussi une très grande partie, pour arriver à avoir un autre héros, qui je pense être peut-être calibre MVP, on va dire, de cette post-season, c'est Francisco Lindor qui tape un grand slam et permet aux Mets de gagner 4-1 et élimine Philadelphie dès les matchs des Division Series. Que de surprises, que de rebondissements, Julien. Je sais que tu as suivi avec nous aussi cette série qui était importante. Et on voulait voir si Grimace allait être porteuse de chance pour New York. Oui, la réponse est oui. La réponse est un grand oui. Et franchement, ça a été super de voir ces Mets. Non pas que je n'aime pas Philadelphie, mais je voulais voir quand même une série accrochée. Je l'ai vue et j'ai vu des joueurs qui étaient là et qui ont répondu présent. Est-ce que pour toi maintenant, tu crois que, on va parler de Philadelphie, ils ont été essoufflés par rapport à leur saison qu'ils ont livrée? Ou est-ce qu'ils sont sentis complètement surpris, disant oh my God, les Mets sont forts quand même finalement? Ils sont passés à travers. Pour moi, ils sont passés à travers. Après, je ne sais pas dire si c'est les Phillies ou si c'est les Mets. Enfin, si, je saurais dire de ce que j'ai vu. Mais pour moi, les Phillies, à part Wheelers en pitching, au starting pitching, il n'y a que lui qui a été bon. Le reste, même le bullpen a eu du mal. J'ai vu Hoffman, je ne sais plus sur quel match c'est, mais lancer 2 wild pitch à la suite qui entraîne derrière un run. Enfin, c'est à ce niveau-là de compétition, ça devient compliqué. Et puis surtout, je m'attendais à plus du line-up offensif des Phillies. C'est-à-dire que Alex Baum, où est-ce qu'il était? Brandon Marsh, il était où? Real Muto, il était où? J'avais un peu dit que le point faible, c'était Stott
en seconde base. Finalement, heureusement qu'il a été là pour amener un peu, parce que derrière Castellanos et Bryce Harper, Trea Turner peut-être un petit peu, mais voilà, derrière Karl Schwarber, c'est pareil. Ils ont été, même dans la victoire, ils ont été inexistants, quoi. Karl Schwarber, je crois que sur la victoire où il gagne 7-6, sur le Ouais. match 2, il fait 5 at-bats, touche jamais la balle, quoi. Ouais. Pas un hit, rien, même pas un bébé. Donc ça veut dire qu'il s'est fait sortir 5 fois. C'est quand même. C'est pas le Schwarber qu'on a connu il y a 2 ans ou il y a 1 an, Non, et ça. décisif. Et personne, j'ai l'impression que personne n'a répondu présent à part, bah oui, à part Castellanos et Harper. Un peu Trea Turner, mais pareil, pas assez consistant. Et du coup, voilà. Si à ça, tu ajoutes un pitching qui a été, à part Wheeler, pas très bon, vraiment. En tout cas, pas au niveau d'un match de playoff. Ouais. Tu peux pas gagner. Tu peux pas gagner, surtout face à des Mets qui ont une énergie folle, qui sont. Il y a quelque chose qui vraiment, j'en avais parlé, et même entre nous, j'arrête pas d'en parler cette année là-dessus, mais il y a quelque chose qui se crée dans cette équipe et qui est beau à voir. Ils ont une histoire, quelque chose, et c'est comme je te disais, c'est un peu les Mets contre tous. Il y a, tu vois aussi ce qui se passe quand ils gagnent. T'as les mecs qui se sautent dessus, ce qui est normal, mais la folie qui s'est dégagée. Et puis ce City Field qui a été un vrai émulateur, un chaudron, ouais, voilà. Parce qu'on parlait du Citizen Field et de son ambiance, oui, mais je pense qu'on l'avait dit, je l'avais dit avant, hein, c'est que dans le podcast précédent, c'est que le City Field aussi allait être bouillant. Et pour moi, c'est la plus belle série qu'on a eue. Là, sur les 4 qu'on a eues, c'est vraiment la plus belle série. Et j'ai adoré les regarder. Ouais, et j'ai adoré cette. Des fois, des shutouts peuvent être intéressants, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a l'intensité qui était dégagée et la tension, c'était vraiment. C'était sympa à voir, vraiment. Du beau baseball et du beau spectacle. Rarement vu le City Field autant bouillant, on va dire, cette saison sur des matchs. Le public new-yorkais répond présent. Et on voit qu'à New York, il n'y a pas que les Yankees qui existent. Donc ça fait plaisir à voir. Et surtout, jusqu'où iront-ils? Jusqu'où iront-ils? Ils vont rencontrer les Dodgers parce on va passer sur cette série-là. Donc Padres-Dodgers, notre dernier match des Division Series. Où on est allé jusqu'au match numéro 5 et les Dodgers se qualifient 3-2. Alors que peut-on retenir de cette série? C'est que, pas pour moi la principale information, mais c'est quand même, il faut le noter, Ohtani, c'est comme Judge. Où est-il? Où est-il? Je vais vous lire la ligne de statistiques de sa post-season. Donc, il a joué 5 matchs, il a fait 20 apparitions au bâton, il n'a frappé que 4 fois, il a inscrit un home run, et il s'est fait striker, donc il s'est fait retirer 10 fois au bâton, pour une moyenne à la batte de 20%, et pour un pourcentage sur base de à peine 27%. C'est pas le Ohtani qu'on connaît, qui produit des points, qui envoie des home runs à tout va, ou des coups sûrs. Là, on est sur un Ohtani qui est peut-être réservé, qui se qualifie certes, mais qui est réservé. Voilà, ça c'est la première chose à retenir sur cette série. Le reste, c'est que San Diego a quand même joué clairement son jeu, mais il est resté muet pour moi sur le match 4, alors qu'il pouvait être décisif sur ce match-là, parce qu'ils étaient chez eux à San Diego, et ça a été quand même assez compliqué pour eux, parce que là, sur ce match 4-là, il y a eu 15 lanceurs utilisés de part et d'autre des équipes, et l'attaque des Padres, ça a été complètement muette. En fait, les Dodgers gagnent 8-0. Ça a été un trou monumental et qui permet en fait aux Dodgers d'aller jouer le dernier match chez eux, où il y a eu aussi cette ambiance que l'on a vue et pu ressentir sur ce match 5, qui a vu les Dodgers gagner sur un petit score de 2-0. Mais ce match 5 a été, on va dire, historique dans plein de sens,
comme on l'a vu dans le résumé qu'on vous a mis sur le site de TFA, les 2 lanceurs partants sont japonais. Une première dans l'histoire des post-season, avec Yu Darvish et Yoshinobu Yamamoto. Mais aussi 2 home runs, et 2 home runs donc homonymes, même nom de famille, des Hernandez. Alors, ils ne sont pas frères, ils ne sont pas de la même famille. Il y en a un qui est portoricain et l'autre qui est dominicain, si je crois, de ce que j'avais lu. Voilà. Un petit score pour une grande qualification pour les Dodgers. J'ai lu sur des articles en fait que depuis des années, les fans et les analystes ou spécialistes étaient sceptiques sur l'utilisation des lanceurs de relève ou même des lanceurs partants par Dave Roberts. Là, il a su sur cette série démontrer quand même qu'il pouvait faire tourner son effectif au niveau des lanceurs et pouvoir gagner. On est sur un calibre des Dodgers qui sont clairement favoris pour aller en World Series. Entre nous, avec Julien, on voyait quand même... Donc la série a été accrochée, certes, mais les Padres, alors ils ont été très offensifs jusqu'au Game 3. Et puis après, de ce qu'on a lu en statistiques, ils ont eu 24 manches, je crois, .2, où ils n'ont pas scoré, de ce que j'avais lu sur une statistique. Est-ce que tu crois que après ce match 4, en fait, l'attaque a été assommée, abasourdie sur ça? Est-ce que tu crois que les Padres auraient pu relever la barre ou relever le niveau s'ils avaient été un peu plus accrocheurs sur ce match 4? Je pense que clairement oui, parce qu'ils font pas vraiment un mauvais match en attaque. Par contre, ils sont dans l'incapacité de produire des points sur des... J'ai envie de dire, ça manquait de puissance, ça manquait de régularité. Donc, c'est difficile tout de suite d'aller marquer. Et il y a clairement eu j'ai pas reconnu les Padres sur les 2 derniers matchs, clairement. Et du coup, on peut pas dire c'est dommage, etc. C'est mérité, c'est mérité. Et non, mais même Machado qui a rien produit sur le match 4, quoi. Ouais. On peut pas y arriver. Et l'équipe a pas su se montrer à la hauteur de l'enjeu du match 4, parce qu'ils avaient toutes les cartes en leurs mains. Ils jouaient à domicile, ils menaient la série 2-1. Le Pet Copar qui aussi une ambiance folle. Et voilà, ça a été une climatisation pas possible, quoi. Et la clim en Californie, ils connaissent bien, mais là, celle-là, elle a fait mal. Elle a fait mal. Elle a fait et très, du coup, très mal. Après, puis surtout, après tout ce qui s'est passé dans la presse, etc., dans les attitudes des joueurs, je pense aussi que ce match 4 n'a pas permis aux Padres de relever la tête. Pour plein de raisons, oui, parce que l'attaque n'a pas été, mais surtout, tu peux pas chambrer comme ça, te montrer, et puis tu te prends une claque derrière. Après, pour remonter, c'est vraiment... Et là, pour le coup, le mot climatisation a vraiment tout son sens, parce que ça a baissé leur ardeur, et s'ils étaient restés dans leur match, et en fait dans leur série plutôt, en se disant allez, c'est pas grave, vas-y, on y va, on est chaud, et voilà, on y va. Là, à mon avis, ils sont allés en se posant des questions, et là où les Dodgers, eux, étaient en train de se dire on est chez nous, la rivalité qu'il y a entre 2 équipes qui se sont chauffées sur qui avait le plus gros stade, voilà, etc. Enfin, voilà. Tout ça fait que je pense que le match 4 est charnière dans cette série. Et s'ils avaient pu produire un peu de points, je pense qu'en effet, on aurait pu aller sur un match 5 qui a été certes accroché, mais au moins, tu vois, pouvoir avoir une chance. Là, je les ai pas sentis capables de revenir, de gagner, et c'est dommage pour eux. Maintenant, pour revenir sur les Dodgers et Ohtani, ce qu'on disait, c'est que quand tu vois le line-up, même s'il y en a un qui est pas bon, le reste fera le job. Et on en avait parlé, je sais pas si tu te souviens, dans le podcast précédent, c'est que Kike Hernandez,
il est précieux à cette équipe. On pourra le critiquer autant qu'on veut. C'est un couteau suisse en défense et en attaque. Et ben voilà, il fait le taf. Et depuis le temps que les Dodgers l'ont et depuis le temps que cette équipe gagne, je pense que s'il est encore là, c'est qu'il y a une bonne raison. Voilà. Tout à fait. Et Oscar Hernandez, vainqueur du home run derby, bah voilà, il a fait, il a été présent et c'est un jeune joueur. Oui, tout à fait. Alex Rodriguez l'avait prédit lors de la preview du match 5 que les Hernandez allaient être décisifs. J'avais vu passer cette interview-là. Il a pas eu tort du tout. Il a eu 100% raison sur ça. Ce qui est dommage, en fait, c'est que on est chez les Padres très... Là, je vois Yu Darvish, il a livré 2 matchs dans la série où il a été quand même très décisif. Et c'est dommage que l'équipe offensive ne suive pas, tu vois. Ils ont fait un très bon match 3, les Dodgers, les Padres. Ils font une deuxième manche où ils mettent 6 runs. Donc 6 runs avec Tatis Jr. qui fait un home run. Et puis après, comme je vous ai dit, 24 manches sans score. 24 manches. C'est comme tu dis, une grosse clim, quoi. Là, franchement, l'inactivité des frappeurs a été aberrante, frappante pour moi. Et c'est ce qui fait perdre les Dodgers fait perdre les Padres, pardon, et envoie les Dodgers en Championship Series contre les Mets. Voilà ce qu'on peut retenir de ces Division Series qui ont été très sympas à regarder pour moi du côté de la Ligue nationale. La Ligue américaine, c'était un peu pour pas les connaisseurs de baseball, mais ceux qui voulaient un petit peu regarder le coaching staff, le management. Je pense qu'on peut être d'accord, Julien, on s'est beaucoup plus amusé à regarder la Ligue nationale que la Ligue américaine. Ouais, non, mais clairement. Vraiment, ça a été de beaux matchs. Même si je suis déçu des 2 derniers matchs Padres-Dodgers, j'aurais voulu voir un peu plus d'adversité, etc. de la part des Padres. Mais oui, clairement, c'était beaucoup plus intéressant, en tout cas beaucoup plus sympa à regarder. Du côté de la NL que du côté de la L. Même si de la L, le Pittsburgh-Détroit n'était pas non plus acheté. Hein. Mais bon, le Royals Yankees n'étaient pas des plus foufous. C'était des matchs à heure française où on pouvait regarder. Bon, c'était un peu compliqué, c'est vrai. Alors, ce qui nous amène au Championship Series aujourd'hui en Ligue américaine, donc les Yankees contre les Guardians. Les 3 premiers matchs, c'est ça? Non? Ou 2-2-2? C'est une série de 7 matchs? Ouais, c'est ça. Je vérifie. Vas-y. Bon, en tout cas, avantage aux Yankees parce qu'ils vont commencer à New York. Et on va être sur une belle série parce que on commençait à en parler tout à l'heure. Voilà, il faut que le bullpen de New York se réveille. Et chez les Guardians, qui gardent la même dynamique que les derniers matchs qu'ils ont eu en Division Series pour pouvoir avoir une Championship Series accrochée, on va dire. Maintenant, si j'ai un pronostic à faire sur cette Championship Series, je pense que on va arriver à une égalité dans la série et ça va être un dernier match décisif pour moi. Qu'en penses-tu? C'est probable. C'est probable. Après, ça va être serré. C'est sûr et certain. Et oui, ça peut. Donc, c'est en 7 matchs. Ça peut en effet. Oui, voilà, c'est 7 matchs. Voilà ce que je regardais. Ça peut en effet aller au bout. Ça va être long. Et je dirais avantage à celui qui va le mieux gérer son bullpen, en fait. Clairement. Donc voilà. Ouais. On est toujours sur une série d'estimations de retour de blessés. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, on avait fait un petit état des lieux.
Là, on a Anthony Rizzo qui est en day-to-day, mais qui a une estimation de retour au 14 octobre, tout comme Neston Cortés, tout comme DJ LeMahieu. Donc, c'est vrai qu'on avait vu Cortés traîner dans le dugout sur le match des Division Series. On pensait qu'il allait lancer, peut-être trop juste encore physiquement. Le premier match des Yankees contre les Guardians, c'est le 15 octobre, donc peut-être un retour, je ne veux pas dire à la normale, mais un retour de certains joueurs clés pour les Yankees avec Anthony Rizzo, avec Cortés et DJ LeMahieu. Ça peut être une bonne opportunité pour New York, peut-être d'avoir ces joueurs-là clés, surtout pour Cortés qui pourrait donner un souffle sur les partants pour New York. Maintenant, à voir si ils vont pouvoir scorer et surtout avoir un Yankee Stadium. Je pense qu'il va être bien bien chaud au début sur les premiers matchs. Donc là, pour moi, les premiers matchs, ça va être avantage quand même aux Yankees parce qu'ils sont chez eux. Ils peuvent avoir un retour de joueurs clés. Il ne faut pas qu'ils se loupent sur ces matchs-là, clairement. Je suis totalement d'accord avec toi et ils ont l'avantage au Yankee Stadium. Ils vont sans doute devoir être vraiment concentrés et ne pas se louper, comme tu dis, en effet, sur ces 2 premiers matchs. S'ils laissent un match à Cleveland, ça va être ça va devenir un peu plus compliqué. Maintenant, Cortés, qu'est-ce que ça va donner quand il va revenir? On en avait parlé déjà la semaine dernière, me semble-t-il. Oui. DJ LeMahieu, c'est pareil. Voilà. Alors ça peut faire l'affaire. Après, c'est ce qu'on disait, ça peut aussi décaler Chisholm soit en seconde base, sans doute ou en shortstop, et peut-être sortir Volpi de la rotation. Maintenant, est-ce que DJ LeMahieu, il est capable de tenir 9 manches aujourd'hui? J'ai des doutes. Mais ça peut être un bon remplacement, rentrer en pinch hitter au cours de la série. Voilà. C'est une série qui, comme tu le dis, va aller à mon avis, risque d'aller en 7 matchs. Et du coup, il va falloir ménager les effectifs. Et c'est plus facile peut-être du côté de Pittsburgh, du côté de Cleveland. Pittsburgh n'ont pas vu les playoffs depuis un moment. Mais plus facile du côté des Guardians parce que on avait parlé, la profondeur de l'effectif est quand même intéressante. Maintenant, c'est ce que je te dis, c'est comment ils vont gérer. Ça va être surtout les Yankees, comment vont-ils gérer leur bullpen. Si leur starting rotation, elle fait pas le travail comme elle aurait dû le faire contre Kansas City, ça va commencer à être dur parce qu'en 7 matchs, le bullpen va prendre plein de répétitions, ça va être fatigué et on va avoir sans doute, ça va commencer à devenir difficile. Et c'est là que les Guardians, je pense, ont une carte à jouer réellement. Ça va être une série qui peut être accrochée. Et ça va être accroché. Il faut, alors, voilà pour la petite histoire. Donc, 7 matchs. Les 2 premiers matchs se jouent à New York. Les 3 suivants à Cleveland. Et éventuellement, match 6, match 7, de nouveau à New York. Donc, si c'est une série qui est 3-3, ça va être chaud. Ça va être beau à regarder, je pense. On va en avoir pour notre argent. Voilà. Enfin, je l'espère, en tout cas. Ouais. Et puis c'est là où tu te dis, il ne faut pas que les Yankees lâchent un match sur les 2 premiers, puisque là, 3 matchs après, derrière à Cleveland, l'avantage du terrain, tu le perds complètement. Et ça peut faire mal. Mais bon, moi, je me rappelle de 98, ça n'a pas suffi. Est-ce qu'on peut toujours, moi j'aime bien poser cette question à chaque fois avec toi, est-ce qu'on peut toujours avoir un bench clear sur ce match-là? On en a vu un, tiens d'ailleurs, me semble-t-il. Oui, mais pas sur le match qu'on disait. Ouais, c'est ça. Je l'ai vu l'autre jour. Je ne sais plus lequel c'était. C'est Kansas City Yankees, justement. Ouais, c'est ça. Sur un tag de Gleyber Torres à la gorge. C'est ça, à la gorge.
Donc les Yankees sont un peu saillants, on va dire. Et quand on connaît un peu le sang chaud de Cleveland, avec les frères Naylor et compagnie, ça peut valoir le coup. Enfin, ça peut Il y a une, valoir le coup. Il peut y il y a- avoir quand même une il tension. y a une, il y a une sacrée rivalité historique. Les équipes se détestent. Hein. Il peut y avoir peut-être des tensions parce que je pense que les Yankees, on se visse. Je dis bien, on se visse non, mais s'ils sont mal, et regarde ce qui s'est passé aussi contre Kansas City, ils n'étaient pas au top. Et déclencher un peu une petite échauffourée, ça remet un peu tout le monde ça calme d'un côté et ça remonte de l'autre. Après, tu fais ça en effet comme Cleveland. Est-ce que ça va être pareil? Mais oui, tu peux les sortir du match. Et eux, c'est tout à leur avantage de chercher ce genre de choses. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire? Je pense pas. Et en tout cas, c'est à Cleveland de garder ses nerfs. Oui, Voilà. malgré qu'ils ont le sang chaud. Hein. On connaît José Ramirez quand même, qui est connu pour son crochet du droit dévastateur. Oh. Donc, je pense qu'à tout moment, s'il y a quelque chose comme ça risque d'être intéressant à voir quand même, voir un peu qui dégoupille le premier, quoi. C'est surtout ça. Qui dégoupillera le premier lors de cette série. Mais je pense que les Yankees, quand je vois le match qu'ils ont fait contre les Kansas City, ils sont un peu, ils vont, je dis pas chercher, mais en tout cas, leur but est de jouer avec un peu de vice parce que je pense pas qu'actuellement sur le terrain, de par intrinsèquement, ils soient capables de rivaliser avec toutes les équipes qui restent. Ils sont capables de gagner, je ne mets pas ça en doute, mais est-ce qu'ils sont capables de rivaliser vraiment d'un point de vue baseball actuellement? Non, parce qu'il y a trop de trous dans leur effectif, ce qu'on disait, et quand ça va mal, il n'y a personne qui... Voilà, si Judge ne va pas non plus, il faut se fier à Stanton ou Soto. Ils peuvent faire le taf, mais s'ils passent aussi à travers, bah, voilà, il faut un petit truc qui déclenche et qui fasse un peu d'étincelle. Ça marche. La deuxième rencontre des Championship Series en Ligue américaine, les New York Mets contre les LA Dodgers. On a déjà des noms. On a des noms au niveau des partants. Sur le match 1, c'est Kodai Senga contre Jake Flaherty. Et en match 2, Sean Manaea. Les deux premiers partants pour les Mets, pour moi, c'était un très 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 bon coaching. Ils vont aller à Los Angeles, les Mets. Donc pareil pour les deux premiers matchs, de ce que je regarde par rapport à ça. Après, on est sur les Dodgers. Donc oui, effectivement, voilà. Et donc les Dodgers viennent à New York 3 fois. Et après, match 6, match 7 à Los Angeles. Donc en fait, je pense que d'entrée, si les Dodgers veulent établir leur suprématie, il faut qu'ils les calment de suite dès les deux premiers matchs et qu'ils les rendent muets. Ça, c'est très compliqué, surtout avec Kodai Senga et Sean Manaea. Je pense qu'eux, ils sont bien remontés, ils ont le niveau de confiance qui est à plus de 100%. Un Jake Flaherty qui est un peu moins bien, on va dire, et on l'a vu sur les matchs, pas top du tout. Non, ça me fait pas, ça fait un peu peur. Bon, bref. Et surtout, ben voilà, est-ce qu'avec le line, on a un line-up qui est offensif du côté des Mets, on a un line-up qui est aussi offensif du côté des Dodgers. Électricité, ça va faire un peu des étincelles. Ça va nous rythmer les deux premières rencontres, je pense avoir, malgré l'horaire tardif, bien sûr, tard dans la nuit, 2h du matin, 2h30 du matin. Compliqué pour nous de se lever et de regarder. Ça vaut le coup de regarder quand même, mais à quel prix? Voilà. Ça va être aussi pareil. Pour moi, je pense que les Mets peuvent accrocher un match à Los Angeles et derrière gagner tous leurs matchs au Citi Field. Voilà mon pronostic pour moi. Je sais. Moi, douce utopie. Est-ce non, que tu vois pareil pour toi, un match serré ou pas? Non, une série serrée. Moi, je vois pire. Moi, je les vois prendre les deux matchs à Los Angeles. Ouais. Un 4-0? Non, pas un 4-0. Un 4-1.
Sans doute un 4-1. Je vois pas les Dodgers ne pas aller gagner au Citi Field au moins une fois. Mais, et de par ce que montraient les Mets. Mais parce que le pitching chez les Dodgers, moi, me fait peur. Flaherty m'a pas rassuré vraiment sur cette post-season pour l'instant. Et le mettre en match 2, en match 1 d'ouverture, Match 1. ouais, ça peut, s'il reprend l'eau comme il a pris l'eau contre les Padres, ça va être compliqué. Et moi, je pense que c'est possible de prendre 2 matchs chez les Dodgers. Maintenant, ça dépendra. C'est Manaea qui fait le deuxième, hein, c'est ça, tu dis? Match 2. Ouais. Match 2. Tout Ouais. dépend de lui sur ce match 2. Si il fait un gros match et que le bullpen suit derrière, ils auront ce deuxième match. Maintenant, s'il passe à travers, ça fera 1-1 à la sortie de Los Angeles. Et comme je te dis, je vois pas les Dodgers ça peut aller perdre. Ouais. Je me dis que ça peut faire un 4-1 ou un 4-2, mais ça ira pas au 7 matchs, à mon sens. C'est-à-dire que soit on va faire un partout à la sortie de Los Angeles, faire un 2-1 à la sortie de New York, et après un match décisif qui va être décisif pour les Mets en tout cas, à Los Angeles. C'est comme ça que je vois les choses. Maintenant, je me trompe peut-être, hein. Ça va être juste peut-être pour Yamamoto sur le match 2. Il a joué quand? Il a joué vendredi soir. Ah, ça peut le faire, hein? Ça peut le faire. Je vois plus Yamamoto que Walker Buehler en match 2, quoi, tu vois, face à Manaea. Ouais. Ouais. S'ils veulent vraiment, s'ils gagnent le match 1 ou pour verrouiller au moins une victoire au Dodgers Stadium, peut-être Yamamoto en match 2 face à Manaea. Ça serait un très gros match. Ça serait un très beau duel à voir. Ouais. C'est clair. Maintenant, on est sur, voilà. On a vu que ça allait être un match très serré du côté de la Ligue américaine. Ligue nationale, il y aurait eu un avantage pour une des deux équipes. Moi, secrètement, je vais te dire mon pronostic pour les World Series. C'est un Subway Series pour les World Series. Voilà, la bataille de New York. Qui sera le roi de New York en 2024? Moi, je le vois comme ça. Et ça sera très beau dans l'histoire. Pour les Mets déjà, et pour les Yankees qui, au fil des ans, décevaient, et puis finalement pourront peut-être être sur la dernière marche du podium, quoi. Voilà. Donc à voir avec eux, à voir sur cette série-là. Enfin, moi, voilà mon pronostic pour les World Series, quoi. Un Subway Series à New York. Comme ça, au moins, le centre du monde sera à New York pour cette fin octobre. Ouais, ça pourrait être sympa, mais bon, moi, ça me fait pas rêver de voir. Enfin bon, après, je vais pas dire on va croire que je déteste les Yankees. Un peu, certes. J'aime les détester, en fait, parce que j'ai énormément de respect pour cette franchise et pour leur histoire et pour tout ce que dégagent les Yankees. Mais ça, on pourrait faire un podcast spécial sur les Yankees. Mais ceci dit, cette année, à mon sens, là, actuellement, ils ne méritent pas. C'est ce qu'on avait dit dès les premiers podcasts, c'est que pour moi, ils ne méritent pas. Enfin, ils méritent sans mériter, mais ils ont fait finalement 2 mois exceptionnels, et c'est l'arbre qui cache la forêt sur le reste de leur saison, parce que le reste de leur saison, le bilan, à chaque fois, il est soit équilibré, soit positif, mais avec 1 ou 2 victoires sur chaque mois. Enfin, pour une équipe qui va en World Series, c'est pas suffisant, je pense. Surtout que c'est en les derniers mois, c'est pas comme une équipe qui, à l'inverse, les Mets, qui ont un parcours totalement différent, avec 2 premiers mois, voire 3, complètement dans le négatif, et derrière tout le reste dans le positif. Donc c'est 2 dynamiques différentes, mais vraiment différentes. Et je préfère voir une équipe comme ça aller en World Series parce qu'elle monte en régime, qu'une équipe qui finalement, tu te demandes, c'est un peu ce que les Braves.
les Braves ont eu cette saison-là aussi. Alors certes, tu vas rajouter les blessures aux Braves, tu peux aussi rajouter les blessures aux Yankees. Mais tu vois, c'est pas une équipe qui va arriver là, et là, ils ont eu de la chance parce qu'ils sont tombés sur Kansas City, mais Kansas City aurait pu passer, on l'a dit, c'est des matchs serrés, ça n'a pas été des Yankees dominants. Moi, j'ai pas vu des Yankees qui m'ont fait où je me dis, je les crains. Tu vois, là, aujourd'hui, je me dis, en tant que supporter des Guardians, je me dis, on a une vraie chance. Donc, moi, j'irais plus sur un... Je vais me tromper, mais... j'irai plus sur un Guardians Mets, et tu vas voir que ça va être sans doute un Yankees Dodgers, ce que tout le monde a envie de voir, un duel Judge Ohtani. Bon, mais peu importe. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, je pense qu'on a, peu importe les affiches, on a des belles affiches à venir. Tout à fait. Et je pense que clairement, j'aimerais quand même voir les Mets en World Series, peu importe après contre qui, mais vraiment. Parce qu'ils m'ont plu cette année, il y a quelque chose qui se dégage, il y a quelque chose dans cette équipe l'histoire est tellement géniale. Enfin, voilà. Moi, j'ai envie de les voir. J'ai vraiment envie de les voir. Et peu importe après contre qui, Subway Series ou Subway Series, voilà, je veux les voir. Ou Guardians Mets. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ça serait pas mal à voir, effectivement. Pour moi, il le mériterait. Voilà, c'est la consécration d'une saison qui est partie de très très bas jusqu'à le moment où ils sont pas encore à leur apogée. Et ils ont pété les Phillies, donc voilà, quand ils continuent encore l'ascension, s'ils cassent les Dodgers, je pense que derrière ils sont potentiellement champions, quoi. Enfin, moi, je le vois comme ça. Je le vois comme ça. Ouais. Voilà. Il y a de grandes chances. Voilà, en tout cas, merci de nous avoir suivis dans ce podcast spécial Division Series et Preview des Championship Series. Nous continuons toujours nos résumés des matchs. Là, nous avons 2 matchs à résumer tout au long de ce mois d'octobre, et on va se retrouver, pareil, en podcast à la fin de cette Championship Series pour vous présenter une preview des World Series derrière, comme on fait avec Julien, avec Nico ou avec Charles. Voilà. Donc merci de nous avoir écoutés. Je vous souhaite à tous un bon week-end de repos, parce que les nuits vont être courtes pour ceux qui aiment le baseball. Vont être très très courtes. Là, on a apprécié quand même ces Division Series où les matchs étaient à peu près, on va dire, équilibrés au niveau des heures françaises. Là, maintenant, c'est des matchs en prime time, donc forcément, derrière, c'est tout de suite après minuit, ou même un petit peu avant minuit, je crois, sur New York. Donc ça sera intéressant à suivre, même si notre capital sommeil ne peut pas être bénéfique. Voilà. Merci Julien d'avoir été là, en tout cas. De rien, merci à toi, c'était sympa. Une bonne continuation pour les Guardians, continue à supporter ton équipe. C'est un peu c'est bien. On va croiser les doigts. Enfin non, on va pas croiser les doigts, mais je pense que, comme je l'ai dit, ils ont une chance. Et puis après, voir les Mets, je vais suivre les Mets avec intérêt. Exactement, comme moi. En tout cas, merci à vous. Passez un bon week-end à tous. À bientôt. Ciao, ciao.